Nous avons le grand plaisir d'accueillir là, en début d'après-midi, Emmanuel Gade, qui nous fait l'honneur d'être là. Il est danseur, il est chorégraphe, il a fondé sa compagnie en 2004 et parmi ses premières pièces, il y a notamment Le Voyage d'hiver et Le Sac du printemps qui ont reçu un Bessie Award. Il s'occupe également de bandes sonores, créateur de lumière, donc je pense que ça va aussi entrer en résonance avec ce qu'on a discuté ce matin avec Sacha Valls et Jochen. Donc ça nous permettra, je pense, de voir toute l'étendue de la création chorégraphique contemporaine. Voilà, donc aujourd'hui, là, donc c'est dans le cadre d'un projet où vous travaillez aussi avec l'ensemble moderne de Francfort, hein, un collectif donc, de musiciens pour interpréter la musique des 20e et 21e siècles. To vanish thirst, I can never lie. I realized that one a while ago. Wouldn't even blame the family curse, wouldn't even try. I wasn't made a friend or foe. And certain days, the worst of them, for what it's worth, I feel at home. Probably the only thing I understand. Probably the only thing I understand. Probably the only thing I understand. And the truth that we can grab sometimes. And the truth that we can grab sometimes. And the truth that we can grab sometimes is enough for me. And the truth that we can grab sometimes. And the truth that we can grab sometimes. Commencer juste pour nous placer un peu l'extrait qu'on vient de voir, qui n'est pas, hein, donc juste pour le préciser, qui n'est pas la Story Water que vous allez montrer à partir du 19 juillet ici à Avignon. C'était quoi le spectacle? Non, c'était ça n'est une pièce il y a 2 ans qu'on a présentée en première à Montpellier et qui tourne depuis. Mais cet extrait, il est intéressant parce que c'est pas un extrait d'un spectacle, mais des répétitions. Et ça tombe bien avec le thème de la journée, parce que cet état d'action, cet état d'être des danseurs qui est très, très clair sur cette vidéo, où on les voit vraiment dans un état de travail. C'est ce que j'essaye de préserver sur le plateau. En fait, le danger pour moi, c'est que cet état disparaisse et il est remplacé par une chorégraphie qui est fixée, calée, automatisée. En fait, tout le monde, les interprètes, ils savent à chaque moment ce qui va se passer en fait. En fait, ce qui est très touchant, très intéressant et très révélateur, je pense, dans l'état d'esprit des danseurs dans le moment du travail, c'est exactement ça. Ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Ils sont vraiment en train de jouer un jeu. Ils peuvent jouer le jeu parce qu'ils ont des règles qui sont très claires, mais ils ne savent pas, comme on ne sait pas tous ce soir, comment va se dérouler le match France-Belgique. Mais c'est exactement la même chose. Si on savait le score, il n'y aurait aucun intérêt. Ni les joueurs, ni le spectateur, ni personne. Et c'est exactement ce que j'essaye de ne pas perdre dans la logique de mes chorégraphies, de mes pièces, ne pas perdre cet état extrêmement vivant, attentif, vigilant, inattendu. Mais après, c'est un processus qui est assez complexe. Comment pouvoir
créer un système en fait qui maintient tout ça en place, mais qui garde cette ouverture. Ça reste ouvert. On ne sait vraiment pas le score, mais on sait exactement les règles. Si on va toucher la balle avec la main, ça ne marche pas. Donc c'est un peu dans cette logique qu'on travaille. Et alors, ce qui me frappe en lien avec ce que vous dites dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est la présence des sourires, qui est très, très, très marquante, et puis l'importance des regards dans la manière dont les danseurs alors, interagissent entre eux, mais aussi avec le chanteur-musicien. Est-ce que ça traduit quelque chose de la manière dont vous travaillez avec eux? Effectivement, je pense que le mot-clé, c'est présence. En fait, la présence est le résultat du fait qu'ils sont en pleine action, vraiment. Ça veut dire, dès qu'ils savent en fait ce qui va se passer, la première chose qui disparaît, c'est la présence. Et c'est très clair quand il y a un danseur sur un plateau, s'il est dans une démarche où il sait exactement comment ça va se dérouler, la première des choses qui s'efface un peu, c'est sa présence. Parce que le fait d'être vraiment dans le moment où tu sais ce que tu cherches à faire, mais tu ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, et chaque fois ça va être un peu différent. Tu ne vas jamais répéter la même chose. Ça te force à être extrêmement présent. Et cette présence très aiguë, c'est ce que je cherche. Et en fait, c'est un peu de là que je suis arrivé à cette manière de travailler. Parce qu'en fait, ce qui me manquait, c'est cette présence. Ça veut dire qu'il y avait toujours des moments extrêmement intéressants au studio, mais une fois que tout était fixé et calé, on arrivait sur le plateau, ça disparaissait. En fait, la chose qui disparaissait, c'est cette présence. Et donc, avec les années, on a commencé à faire un genre de marche arrière pour essayer de déchiffrer en fait d'où vient cette présence. Et en fait, c'était assez clair qu'elle vient du fait que les danseurs travaillent dans un système qui est clair, mais pas dans une chorégraphie qui est posée et calée. Et c'est ça qui ramène et qui appelle leur présence absolue pendant le spectacle, pendant qu'ils dansent, pendant qu'ils sont sur le plateau. Et que pour moi, et je pense pour le spectateur, est quelque chose d'extrêmement intéressant à observer. Est-ce que pour les danseurs, c'est quelque chose de... Je veux dire, ça les expose aussi à un certain danger que de leur dire, bah, écoute, tu as une marge, il y a l'instant. Bon, l'instant, ça peut être jouissif, mais ça peut être dangereux aussi. Est-ce qu'il faut les rassurer, les danseurs, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils demandent que ça? Ben déjà, il faut les choisir bien. Il faut vraiment les choisir, parce que y a des danseurs qui vont vraiment aller dans ces directions et qui vont répondre à cette proposition, et d'autres que ils vont être terrifiés par le fait en fait qu'ils ne sont pas dans un schéma qui est fixé et calé. Et donc ils doivent vraiment être responsables de... Il y a tout un aspect de chorégraphie en temps réel en fait qui est laissé à eux, parce qu'une fois qu'ils sont sur le plateau, moi je ne suis pas là-bas, et c'est pas nécessairement ce qui s'est passé hier, avant-hier ou il y a 3 mois dans le studio. Et donc ça demande une capacité de se jeter à l'eau d'une manière qui est assez spécifique. C'est une chose qui se travaille, c'est comme un muscle. Ça veut dire ça, c'est une chose qui au premier rencontre peut être assez déstabilisante, mais c'est vraiment une chose qui se travaille, et au fur et à mesure du travail, des répétitions, ils deviennent plus à l'aise, et ils commencent en fait, à voir le potentiel, à déchiffrer le potentiel de ce mode de fonctionnement. Est-ce que ça veut dire que pour le public qui est là, est-ce que l'acteur ou le danseur, ici en l'occurrence, est-ce qu'il réagit par rapport à un retour du public? On parlait ce matin justement d'une construction finalement commune, hein, du jeu, où finalement le public lui aussi a son rôle à jouer. Est-ce que ça veut dire que concrètement, le danseur réagit par rapport à des sollicitations réelles ou inventées de la part du public? Comment est-ce qu'il faut s'imaginer ça? Je pense que oui, mais d'une manière assez
complexe et subtil, et, parce que c'est pas que le public va réagir et dire ah non, ça me plaît pas, peut-être vous allez refaire l'autre partie. C'est pas une intervention active, mais cette masse qui est le public réagit. Et du plateau, c'est aussi une question d'expérience, ça se sent s'ils sont en dialogue ou non, s'ils sont avec nous ou s'ils ont lâché. Et donc cette capacité de sentir la présence du public influence les décisions qu'ils vont prendre pendant le spectacle, absolument. On peut peut-être envoyer la deuxième. J'avais juste peut-être une autre petite question par rapport, et là aussi en lien, alors on a discuté beaucoup ce matin la question des gestes comme moyen de communication et la manière dont finalement la forme artistique peut travailler, la manière dont le geste émerge, comment est-ce qu'on se met à communiquer. Et ce qui me frappe dans cet extrait que vous nous avez montré, comme dans d'autres pièces de votre travail, c'est la manière dont on trouve à la fois des gestes du quotidien, des formes d'expression immédiate des émotions. Il y a à la fois des formes un peu fantomatiques, que j'appelle fantomatiques parce que je les vois passer, des conventions chorégraphiques qui sont reprises, réappropriées par les danseurs, et puis des gestes bizarres, étranges, qui surgissent au milieu de tout ça. Et je me demandais un petit peu là aussi comment vous travaillez en termes de quelle invitation vous donniez à vos danseurs. Est-ce qu'il s'agit de trouver une forme d'impulsion intime pour produire, inventer un nouvel ensemble de gestes qui soit une combinaison de tout cela. Est-ce que vous leur indiquez quelle forme de mouvement ou de déplacement dans l'espace faire? J'ai une réponse qui est peut-être un peu radicale, mais le geste, c'est la dernière chose qui est importante. C'est pas important du tout. On peut chorégraphier tout. Le point focal n'est pas le geste. Le point focal, où la chorégraphie émerge vraiment, où le sens émerge, et ça reflète sur les gestes après, c'est la façon où c'est mis ensemble. En fait, ce qui nous intéresse dans le travail, c'est comment et pourquoi les gestes vont se rassembler. Et du fait de cette démarche, c'est pas moi qui crée le matériel chorégraphique, c'est vraiment les danseurs par rapport à des consignes ou par rapport à une démarche qui change chaque fois et qui se développe. Mais chacun construit son propre matériel. Mais le travail vraiment est focalisé sur la structuration ou la logique de ce système qui va mettre ces gestes ensemble. Et tous ces gestes peuvent être remplacés par d'autres gestes. C'est pas ça ce qui tient la chorégraphie, ou c'est pas ça le sens. Mais c'est vraiment la recherche, c'est comment faire que ces 10 danseurs, ces 20 danseurs, ces 3 danseurs fonctionnent dans un champ de conversation qui a un sens, qui est cohérent, qui fonctionne, qu'on arrive à comprendre le lien entre les danseurs, même si c'est un lien visuel, si c'est un lien temporel, si c'est un lien de dynamique, de musicalité, mais que le sens, en fait, il vient de la façon où c'est structuré. C'est un genre de Lego kinétique, j'aurais dit. Ouais, donc c'est pas les petits blocs du Lego, le jaune ou le vert ou le rouge ou le bleu, mais c'est si on a construit une voiture ou une maison.
fait, cette séquence qui a l'air extrêmement précise, elle change chaque soir, chaque fois qu'il joue la pièce. Ça change parce qu'en fait, il suffit qu'un danseur prenne une décision qui est un peu différente. Il va changer le rythme, il va changer l'espace, l'emplacement sur le plateau, etc. Et ça entraîne énormément de changements immédiats des autres danseurs parce qu'en fait, ils connaissent les règles. Et donc, en fait, ça donne beaucoup de liberté, encore une fois, de jouer à un jeu. Parce que s'il y a quelqu'un qui va changer un truc, il y a tout le monde qui va réagir et qui vont s'adapter à sa proposition. Donc voilà, je suis très contente de reprendre la session de cet après-midi en vous présentant Édouard Gentaz, qui est professeur de psychologie à Genève, qui est aussi président de la section de psychologie au CNRS et qui est un des psychologues français, je pense, les plus complets, dans le sens où il a étudié aussi bien les bébés que les enfants, que les adolescents, que les adultes, ce qui est assez exceptionnel. Et il s'intéresse aussi à des processus très variés. C'est un spécialiste de la lecture et notamment de l'influence de l'introduction des nouvelles technologies sur la lecture. Il s'intéresse aussi au processus de lecture chez des enfants issus de milieux défavorisés et notamment l'importance des indices morphologiques. Et enfin, il s'intéresse beaucoup aux émotions, à la reconnaissance des émotions, aussi bien chez le bébé que chez l'enfant, que chez l'adolescent et l'adulte. Donc voilà, et donc Édouard est tout à fait convaincu de l'importance du jeu dans le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Et je pense que c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Exactement. Alors, merci Mireille, merci Catherine pour l'invitation et bonjour à vous. Donc moi j'ai 15 minutes pour vous raconter un peu deux choses. D'abord, comment l'enfant se développe et quelles sont les grandes conceptions actuellement qu'on a dans la psychologie du développement. Ça va mieux comme ça, peut-être, voilà. Et du coup, vous donner un peu une toute petite illustration des enjeux qui sont donnés actuellement par les chercheurs à travers le monde. Et puis, ça, c'est un premier versant. Et le deuxième versant, ça sera le versant apprentissage des règles de société et les rôles bénéfiques des jeux. Et enfin, comment les adultes interviennent quand les enfants jouent. Alors, voilà mes 15... Ah oui, j'ai pas lancé mon PowerPoint. Bon, mes 15 minutes.
J'ai mon carton jaune, c'est ça, sinon. Alors, au début, je vais juste vous raconter un petit panorama de ce qui se dit actuellement sur l'origine et le développement des compétences précoces, puisque ça a beaucoup changé depuis 30-40 ans. Après, je vais vous raconter, en fait, 3 façons que les enfants, dès le plus jeune âge, apprennent des règles de toutes sortes. Enfin, je vous raconterai un peu tout ce qu'on sait sur les effets bénéfiques du jeu, à la fois sur le développement social, cognitif, émotionnel. Et enfin, en quoi... comment l'adulte intervient, quels sont ses modes d'intervention et les effets que ça a sur le développement justement de ses compétences. Et enfin, pour faire un lien avec ce qui a été fait ce matin, je vous montrerai un petit extrait d'un documentaire qu'on a fait sur dans les jeux, le rôle de la coopération versus compétition sur le sens moral. Alors, depuis 40 ans, vraiment, il y a un changement majeur chez les psychologues du développement, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'idée que l'enfant naît avec une page vierge qui ne sait rien, tous les cerveaux sont identiques, et puis c'est par imprégnation de sa culture qu'il va développer tout un tas de compétences. On n'est plus du tout dans l'idée du bébé qui naît, qui n'a aucune compétence, qui fait que dormir ou manger. Vraiment, maintenant, on est passé d'un bébé réflexe passif à un bébé compétent, avec tout un tas de compétences qui sont montrées par les psychologues à travers le monde. Alors, je vous montrerai, c'est illustré à travers tout un tas de bouquins qui sortent, déjà par les titres, vous verrez. On n'est plus du tout non plus du côté tout est génétique, nativiste, tout est précablé. Maintenant, on est vraiment dans la conception interactionniste, c'est-à-dire que le bébé naît avec tout un tas, alors le bébé à terme ou prématuré, naît avec tout un tas de compétences qui vont se moduler et se développer en interaction avec son environnement, avec même une spécialisation progressive, comme avec les phonèmes dans notre langue, où les bébés, on sait, à la naissance, peuvent discriminer tous les phonèmes de toutes les langues du monde entier, et puis par apprentissage et par exposition, ils vont être capables de discriminer simplement les phonèmes plus tard, au bout de quelques mois, de leur propre langue. Donc il y a vraiment une conception interactionniste, c'est-à-dire on sait maintenant à la naissance qu'il y a tout un tas de compétences, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est à la naissance que c'est figé, que ça ne bouge plus. Ça va se développer, ça va se moduler et ça va tout un peu se spécialiser au fur et à mesure du développement. Alors juste pour illustrer, vous voyez, dans les années 90, 89, on disait naître humain, c'était vraiment la révolution, le côté nativiste, où là, les gens étaient en train de redécouvrir la recherche, toutes les compétences précoces qui avaient été un peu ignorées par les grands chercheurs de la psychologie du développement, comme Piaget ou autres, où là, on montre que déjà les bébés, ils avaient un point de vue totalement nativiste, un peu opposé au point de vue un peu plus interactionniste, sensorimoteur avec relais Jéculier. Mais là, vous voyez, les bébés, ils étaient considérés comme des bébés déjà qui observent le monde, qui ont une conception du monde. Après, progressivement, les collègues, ça c'est des traductions d'ouvrages, on a montré que les bébés avaient des intuitions sur des connaissances scientifiques du monde, sur les quantités, les lois de la physique, les lois de tout un tas de lois logiques. Et puis maintenant, on en est maintenant au bébé philosophe, c'est-à-dire le bébé qui a un avis, qui a déjà des prédispositions sur comment il conçoit le monde, qu'est-ce qu'il trouve de bien ou pas bien. Alors j'ai fait une toute petite sélection d'une expérience qui est parue dans une grande revue Nature, qui fait souvent la une, qui souvent parfois pas reproduit. Et là, c'est une expérience qui a été reproduite plein de fois. Donc c'est assez fiable, visiblement. Et donc ça, c'est des collègues qui ont mis en place toute une série de marionnettes. Alors vous verrez, les psychologues du développement, il faut inventer tout un tas de dispositifs ingénieux pour attirer le bébé. Donc là, vous voyez, il y a un petit triangle avec des yeux qui veut monter une colline. Et puis, il est confronté à 2 personnages dans la scène. Il y en a une donc, qui veut l'aider, le helper, et puis un autre personnage qui veut le gêner. Et puis, on veut savoir si le bébé va avoir une préférence pour plutôt une attitude qui aide que plutôt une attitude qui n'aide pas. Alors, c'est très astucieux. Les psychologues, là, Ameline et Karenine, ont monté ça. Et en fait, ils montrent qu'à partir de 10 mois, les bébés, si on observe leur temps de regard, ils préfèrent regarder les helpers que les gêneurs. C'est-à-dire qu'ils font déjà une différence entre des comportements sociaux d'aide par rapport à des comportements sociaux de non-aide. Et c'est vraiment des facteurs sociaux, puisque si vous supprimez les yeux des petites figurines, eh bien, la préférence diminue. Donc ça veut dire que pour le bébé, il n'y a pas plus de différence sur la petite figurine qui aide à monter la colline ou la petite figurine qui empêche. Et donc, les collègues ont dit, vous voyez,
On sait que notre préférence pour le bien ou le mal, alors après la presse a titré beaucoup là-dessus, il y a déjà des noyaux déjà de connaissances qui seraient présents, et puis notre éducation, notre culture s'appuierait sur ces noyaux de connaissances pour développer tout un tas de conceptions qu'on a sur la conception sociale du monde. Alors ça c'était un peu, c'est toute une petite vignette, hein. Après il y a tout un tas d'autres recherches, ou tout un tas de, ils préfèrent tous les, actuellement en fait, tout ce qui s'est fait en psychologie sociale, les gens essayent de l'étudier chez les bébés. Donc ils essayent de trouver, par exemple, on préfère les gens qui appartiennent à notre groupe par rapport au groupe extérieur. Enfin, tout ce qu'on sait comme grand phénomène de psychologie sociale, en fait, on essaye de le montrer que ça existe à 6, 7, 8, 10 mois quand on présente des bonnes tâches ou des bonnes conditions expérimentales. Deuxième point, je voulais vous rappeler qu'en fait, quand un enfant, depuis la naissance, il a plusieurs mécanismes, plusieurs formes d'apprentissage. Et alors, nous, on a toujours l'impression que l'apprentissage par instruction et médiation, c'est vraiment le truc que tout le monde connaît, et puis c'est ça qui fait que les enfants apprennent les règles. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres formes d'apprentissage qui sont tout aussi puissantes et qui existent depuis la naissance, et pas seulement, vous avez vu depuis ce matin, pour ceux qui étaient là, vous verrez le lien avec nos collègues primatologues, c'est des mécanismes d'apprentissage qui existent aussi dès la naissance chez les bébés. Le premier, c'est l'apprentissage associatif. C'est quelque chose d'assez incroyable, c'est que notre cerveau, notre système cognitif, il a une capacité incroyable à associer deux choses qui vont bien en même temps. Et c'est très utile, parce que par exemple, ça permet d'apprendre à lire, à associer des phonèmes avec des graphèmes, qui sont totalement arbitraires. Et puis une deuxième chose qui est bien connue, ça permet d'avoir un comportement d'essai et d'erreur. Et puis quand je produis des comportements un peu au hasard, je trouve le comportement qui permet de résoudre la tâche, j'ai un renforcement positif, un bon point, une récompense, eh bien, je vais produire plus ce comportement que si j'ai, par exemple, une punition, une décharge électrique ou autre, ou si je fais une infraction sur la route, eh bien, je reçois une amende. Donc cette capacité à créer un lien entre deux événements est extrêmement puissante, et le bébé, dès la naissance, peut apprendre, du coup, à avoir un comportement qui correspond aux règles qui correspond aux règles de notre société, notre culture parentale, et puis progressivement ça va être la même chose, de l'école jusqu'au code de la route, hein. Et puis c'est quelque chose qui est extrêmement très puissant et qui est associé à un deuxième mécanisme, c'est l'apprentissage par observation et imitation. Donc pour apprendre les règles, j'apprends à associer des comportements. Donc si j'ai des comportements positifs, eh bien, je suis valorisé, je les reproduis. Si j'ai des comportements qui ne sont pas valorisés par la société, bah, du coup, je n'aurai pas les bons points, je n'aurai pas des récompenses, donc je ne vais plus le reproduire. Deuxième comportement, quelque chose d'incroyable, c'est que le bébé, dès la naissance, il est capable d'observer et d'imiter. Et ça, c'est un processus assez incroyable. C'est le fait que vous voyez quelque chose, donc vous faites un codage visuel de la situation, et vous êtes capable, vous, de le traduire avec son propre corps, votre propre corps, pour reproduire ces gestes. Typiquement, quand vous allez en maternité, vous voyez un bébé, la première chose que vous faites, eh bien, en général, c'est vous tirez la langue ou vous mettez votre doigt dans sa main pour stimuler son réflexe de grasping, et puis vous faites des sourires, et puis vous tirez la langue, et en général, il y a le bébé qui vous tire aussi la langue. Et ça, c'est assez incroyable parce que le bébé, avec des capacités visuelles extrêmement limitées, il est capable de repérer que vous avez bougé la langue, vous avez fait un mouvement, et que lui, donc si c'est dans des conditions acceptables, hein, pas trop loin, il est capable de faire la même chose avec son propre corps. Donc il fait un lien avec son système visuel et son système proprioceptif. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Ça va se développer pendant toutes les premières semaines, les premiers mois de la vie. C'est extrêmement fort parce que petit à petit, on va savoir imiter des comportements, plus que des gestes moteurs, des intentions. On va comprendre des choses, on va même être capable de faire les mêmes actions que quelqu'un fait avec des objets inappropriés. Ces imitations vont être extrêmement puissantes pour apprendre sur notre monde, pour reproduire. Et puis après, tout au long de la vie, ces imitations, quand vous arrivez dans un environnement qu'on ne connaît pas, linguistique par exemple, vous regardez ce que font les autres, puis vous faites la même chose. Quand vous apprenez un sport, eh bien, on observe, on imite. Quand vous apprenez à écrire, vous observez, vous imitez. Et donc, c'est un mécanisme extrêmement puissant. Et du coup, vous allez apprendre les comportements sociaux. Et ça, c'est les fameuses expériences de Bandura des années 60, qui, lui, du coup, voulait apprendre. Il voulait essayer justement de comprendre comment les enfants apprenaient les comportements violents. Et il a trouvé une magnifique expérience qui a été reproduite, discutée plein de fois. Hein.
Du coup, il s'est dit, est-ce que les enfants vont être capables d'apprendre à reproduire par simple exposition des comportements agressifs? Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas? Et donc, il a proposé une scène toute simple à des jeunes enfants. Il les a mis dans une pièce, ils jouaient entre eux, et puis il y a une expérimentatrice qui arrive dans l'autre coin de la pièce, puis elle se met à taper sur une poupée, la fameuse poupée Bobo. Vous pourrez voir sur Internet, vous pouvez voir encore des vieilles expériences des années 60. Et puis du coup, ils tapent, l'expérimentatrice sort, ils remettent les enfants sans adultes, et ils vont voir si spontanément, les enfants vont plus taper la poupée que ceux qui n'ont pas été exposés à des comportements violents. Et c'est exactement ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire que les enfants qui ont vu un comportement violent, produisent plus de comportements violents que ceux qui n'ont pas vu. Tout le monde produit des comportements violents, mais un petit peu moins que ce qu'ils ont été exposés à l'extérieur. Alors après, je vous passe tous les détails, la quincaillerie expérimentale, le comportement moteur, verbal, les différences filles-garçons, tout ça. Mais globalement, ça veut dire deux choses. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire parce que c'était contraire à la théorie behavioriste. Ça veut dire qu'on apprend un comportement sans récompense. C'est-à-dire que je vois quelque chose et je fais la même chose sans que j'ai besoin d'apprendre à récupérer un bon point ou pas. Donc sans punition, sans récompense, j'apprends ce comportement. C'était contraire à la psychanalyse à l'époque, dans les années 60, puisque du coup, c'était le fameux effet cathartique. Si je vois la violence, je vais être mieux après. Donc ça ne marche pas non plus. Et puis maintenant, il y a exactement les mêmes débats pour tout ce qui est les effets des jeux vidéo violents. Vous avez dans la littérature tout un tas de gens qui montrent que pour les comportements affectifs et sociaux, alors c'est très discuté, les enfants, les adultes et les adolescents qui sont confrontés, qui sont exposés à beaucoup de jeux vidéo, ont plus de comportements à l'issue des jeux que d'autres. Alors c'est remis en question, c'est compliqué. Il y a des effets plutôt positifs, cognitifs, perceptifs, quand les gens utilisent beaucoup des jeux vidéo, les ados, et plutôt affectifs et sociaux négatifs sur l'empathie pour les jeux vidéo violents. Mais le résultat, c'est une recherche très dynamique là-dessus. Et puis le troisième, évidemment, c'est l'instruction par médiation, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas aborder ici, puisque c'est extrêmement important. C'est le meilleur entraînement cognitif qui puisse exister. C'est l'école, les crèches, les colonies de vacances, tout ce qui va permettre aux enfants du coup d'apprendre par instruction, via un adulte, un éducateur, un moniteur ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très long et spécifique chez l'humain. Ça nous fait vraiment une spécificité par rapport aux autres animaux. Le pédagogue a vraiment un rôle extrêmement important, puisqu'il y a plein de choses qu'il faut apprendre explicitement, qu'on ne peut pas apprendre spontanément. Et puis, on sait qu'il y a tout un tas d'approches par l'action, le groupe, le multisensoriel, qui peut favoriser ces apprentissages à tous les âges. Et donc, du coup, les gens se sont dit, alors, dans ces premières années, en quoi les jeux, quel type de jeu va avoir comme effet, quel type d'effet va avoir tous les différents types de jeux qui peuvent exister dans les crèches ou dans les petites classes ou même plus tard. Et puis vous avez vu déjà ce matin, on a vu que les jeux c'était vraiment quelque chose de partagé dans toutes les cultures et puis pour beaucoup d'espèces. C'était un plaisir et un moyen de se préparer à la vie pour les jeunes enfants. Et vous allez voir que le jeu c'est extrêmement puissant pour apprendre tout un tas de choses au niveau de la vie sociétale et pour aussi développer tout un tas de compétences cognitives et socio-émotionnelles. Mais pour que ça marche, il faut que le jeu pratiqué, le niveau de difficulté du jeu corresponde à ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire pas trop facile, parce que du coup c'est plus très intéressant, il n'y a plus de défis, mais pas trop difficile. Vous voyez, il faut que ça fasse un compromis pour que ça fasse un défi, mais que ça ne soit pas inaccessible, mais que ça ne soit pas non plus trop facile. Depuis Piaget et puis d'autres, là je ne rentre pas, il y a tout un tas de catégorisation des jeux. Il y a les jeux sensorimoteurs et puis les jeux symboliques. Et dans les jeux sensorimoteurs, il y a deux types de jeux. Il y a les jeux dont tout ce qui est manipulation fine, les pulses et tout ça qui intéresse beaucoup les enfants, les caplas et autres, pour tous ceux qui connaissent. Et puis tout ce qui est activité physique et sportive. Et puis, au début, les gens pensaient que, globalement, est-ce que ce type de jeu, les manipulations fines, c'est quelque chose qui va favoriser les comportements solitaires. Plutôt, ça va favoriser la concentration, l'attention, mais plutôt des comportements pas asociaux, mais je suis tout seul dans mon coin et je fais mon truc. Et puis, les activités physiques, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va développer les interactions sociales? Alors, quand on regarde la littérature, pas du tout. Même les jeux de catégorie 1 de sensorimotricité, de manipulation, ont aussi
non seulement des effets bénéfiques sur tout ce qui est cognitif, à concentration, attention, mais aussi tout un tas d'effets positifs sur les interactions avec les pairs. Et on sait aussi que les activités physiques ont tout un tas d'activités extrêmement positives sur les capacités cognitives. Il y a tout un tas de chercheurs maintenant qui montrent que le grand nombre d'activités physiques et sportives, de jeux sportifs, eh bien, favorisent tout ce qui est développement des fonctions exécutives, de tout ce qu'on appelle la mémoire de travail, l'inhibition, la planification, enfin extrêmement positif pour les jeunes enfants et les adolescents. Deuxième catégorie, c'est les jeux symboliques. Alors ça, vous connaissez très bien, c'est tout ce qui s'appelle les jeux du faire-semblant, qui intéressent énormément et qui sont pratiqués dans les crèches massivement. Il y a tout un tas d'ateliers ou dans les écoles maternelles, et c'est presque fini. Et là, c'est extrêmement puissant, puisque c'est quelque chose qui permet de simuler la réalité et d'exercer, et là, de tout un tas de fonctions à la fois attentionnelles, de concentration, de régulation des émotions, parce que je peux faire comme si. Et donc, je dois créer différents points de vue, et c'est extrêmement puissant pour toutes les dimensions du développement. Et les enfants jouent énormément au jeu du faire-semblant. C'est même préconisé. Il y a même maintenant, j'arrête pas de dire, laisser les petits en maternelle, les laisser jouer à faire semblant, sans intervention de l'adulte, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de simuler le monde plus tard, alors du monde réel comme du monde virtuel. Et puis, ça peut être très très important parce que justement, ils vont comprendre tout un tas de relations sociales et notamment tout ce qui est les concepts d'ambiguïté, mensonge et autres qui existent après dans la vie. En résumé, eh bien, les jeux symboliques, c'est vraiment extrêmement important dans tout ce qui est les capacités cognitives et socio-émotionnelles. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre l'intention de l'autre et d'aider à développer tout un tas de compétences émotionnelles, c'est-à-dire de régulation des émotions, de compréhension des émotions sur les autres et sur soi-même. Et là, je voulais juste vous terminer là-dessus, sur un petit extrait, et puis c'est fini après. Là, je vous ai fait une catégorie de jeux, mais on a reproduit pour une émission de télévision un jeu coopératif, et là, c'était pour faire un clin d'œil avec mes collègues de ce matin, sur, vous savez qu'on peut faire différents types de classifications de jeux, et puis il y a une classification qui existe, jeu compétitif, jeu coopératif. Et quand on propose... qui fera qu'il partage le fruit d'un effort et d'une coopération. Un effort... Le crayon, c'est celui qui... Alors c'est une expérience qui a été créée par Thomas Zello. Est-ce que tu as trouvé... On a reproduit ça pour un documentaire français. Donc la tâche... Donc le jeu, consiste à tirer... la barre, et donc du coup les enfants doivent amener cette barre, et pour tirer cette barre ils doivent coordonner leurs efforts réciproquement pour que du coup la force produite sur l'image, sur le fil pardon, soit équivalente de part et d'autre. Donc s'il y en a un qui tire tout d'un côté et puis pas l'autre, et ben ça bloque la barre. Et à la fin... Gabriel, il avait un bonbon et moi, j'en avais 5. Ce qui est assez génial, oui, c'est que quand on met en coopération... Qui c'est qui va se faire avoir? De fait, il y en a un qui sait qu'il va gagner moins que l'autre. Voilà, et alors, je suis très à la bourre, mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, quand les enfants bossent ensemble, enfin, font le jeu ensemble de coopération, c'est-à-dire qu'ils produisent la même tâche, et qu'à la fin, ici, ils ont une récompense qui est inégale, comme par exemple, il y en a un qui a 5 bonbons et puis l'autre, il en a 2, eh bien les enfants, spontanément, ils partagent. Et c'est une spécificité humaine. Si je fais un jeu de compétition, chacun fait sa barre, ça n'agit pas. Dès que je les mets en coopération, donc le jeu où tous les deux doivent agir et tirer sur la barre, à la fin, ils obtiennent la récompense inégale. Hop, spontanément, sur tous les enfants qu'on a testés, puis c'est Thomas Zello qui a trouvé ça, et c'est une spécificité humaine, il y a un partage de la récompense. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc je trouve ça très joli. Donc, si vous voulez, et puis après, il y a 4 attitudes que je ne développerai pas parce que je n'ai pas le temps. Mais du coup, si vous voulez en savoir plus, on a fait 2 ouvrages sur la vie secrète des enfants et la main, le cerveau et le toucher. Merci beaucoup, Édouard.
pour reprendre le fil de tout à l'heure, une des questions, et je pense que ça peut aussi nous permettre de relier à ce qui vient d'être présenté, on a parlé du jeu. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé beaucoup de règles. Et je voudrais un peu savoir, concrètement, c'est quoi les règles dans le type de création qui sont les vôtres? Vous avez dit, les règles, finalement, ça vient contrebalancer un peu cet espace d'improvisation, de liberté. C'est quoi, concrètement, dans une création telle que celle dont on vient de voir quelques extraits? J'avoue que pour moi, je ne vois pas trop la distinction entre jeu et pas jeu. Tout cet événement, c'est un jeu. Il y a des règles qui sont posées, après on les a loupées un peu, donc c'est arrêté, on est revenu en arrière. Mais on a fait tout ça dans un contexte de règles. Ça veut dire on est tous d'accord à peu près sur les règles de ce genre de jeu. Ouais. Et je pense que chaque contexte humain, où il y a un groupe de personnes, il y a des règles qui sont posées, soit ils sont écrits ou ils ne sont pas écrits, mais qui sont très claires. Donc je ne pense pas que c'est un système qui est cette idée ou cette notion de règles et de jeu qui est limité à un contexte. Soit c'est des jeux de sport compétitifs ou c'est des jeux d'enfance. Je pense que toute société humaine, groupe de gens, fonctionne dans ce même sens. Après, une fois on dit c'est un jeu et après on dit ah non, on travaille dans une banque, mais une banque c'est un jeu. L'économie c'est un jeu. C'est tout, et ça fonctionne tout, ça a exactement la même logique. Et donc, je pense que quand on est enfant et on joue de jeux, c'est juste un apprentissage. Parce qu'après, ça ne va pas s'arrêter, les jeux. Ils vont juste se transformer, on va être payé pour jouer les jeux, mais ça va rester des jeux, et ça reste des jeux. Si on est dans un couple, c'est un jeu. Si on a une famille, c'est un jeu. Si on fait partie d'une équipe qui gère un festival, c'est un jeu. De toute façon, c'est un jeu. Ça veut dire c'est un groupe de gens qui sont entouré d'un contexte, et ce contexte est fait de règles. Donc il n'y a pas de contraintes à proprement parler pour des règles, travailler. Règles, d'habitude, c'est des contraintes. C'est des contraintes, et après, c'est pas évident de poser les bonnes contraintes, de comprendre quelles contraintes vont produire une situation ou un système qui sera efficace par rapport à ce qu'on veut obtenir. Et pour moi, en fait, le travail chorégraphique, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre en posant ces règles, de trouver les règles qui fonctionnent ensemble, qu'il n'y en a pas trop, qu'il n'y en a pas peut-être pas assez, trouver un équilibre des règles qui fonctionnent ensemble, en fait, qui font que par rapport à ce qu'on veut faire dans ce cas, une chorégraphie, il y a un système qui est efficace par rapport à un autre. Mais donc c'est juste un jeu de poser des règles. Alors, est-ce que du point de vue pour faire un grand écart un peu audacieux, du point de vue de la psychologie cognitive, vous verriez quelque chose, vous verriez une proximité possible entre les mécanismes d'apprentissage que vous décrivez et ce qu'on peut percevoir dans ce que nous raconte Emmanuel Gade du processus d'apprentissage par le performeur, par l'acteur, le danseur, la grosse différence, par exemple, répétition avec variation. Oui, alors la grosse différence, par exemple, avec moi, quand je raconte les enfants et puis les performeurs, c'est que là, on est dans ce qu'on appelle des systèmes experts, des gens ultra entraînés qui maîtrisent déjà toutes les règles et qui, du coup, peuvent jouer avec en interaction et puis faire émerger une nouvelle configuration. Là, avec les jeunes enfants, eux, ils ne sont pas encore dans cette maîtrise de règles. Donc, il n'y aura pas une émergence qui sera de même nature parce que d'abord, il faut que... C'est tous des super danseurs. Donc, du coup, est-ce que, par exemple, il y aurait les mêmes... Évidemment, le processus d'émergence ne serait pas le même si c'était qu'avec des Absolument novices. le même. C'est tout pareil? Absolument le même. Le résultat va être différent, mais c'est absolument le Mais du coup, le résultat sera différent. Mais je ne sais pas si vous avez vu des enfants qui jouent un jeu qui jouent beaucoup de temps, même s'ils ont 3 ans, ils le jouent. Un adulte, il ne pourra jamais avoir la même maîtrise. C'est juste une question de pratique. Mais tu peux avoir 3 ans ou 30 ans. Si tu as pratiqué une chose, tu ne vas pas être plus expert en 30 ans que dans 3 ans. Tu vois des enfants jouer des jeux de 3-4 ans ou des jeux de vidéo. Tu ne peux jamais fonctionner dans leur capacité de... Mais par exemple, sur la configuration ou
ils sont très observateurs des autres, ils déclenchent leur mouvement une fois qu'il y en a un qui fait le mouvement, tout ça. Tout ça, ça demande une maîtrise attentionnelle, de contrôle du corps qui est énorme, qu'on n'aura pas sur des 5-6 ans. Enfin, du coup, tout va être plus vague. Ça va être différent. Ça c'est sûr. Mais du coup, c'est parce que tous ces gens-là ont une maîtrise totale que du coup, il y a cette interaction qui fait que nous, on a un résultat qu'on trouve beau. Après, est-ce qu'on trouvera ça beau s'il y a nos enfants qui dansent mais objectivement, ce sera pas forcément, ce sera sympa, mais pas très beau forcément. Donc oui, après, évidemment, mais ouais. Bon, c'est un grand écart. Hein. J'avais annoncé la couleur, totalement assumé. Peut-être s'il y a des questions dans le public pour notre dernier intervenant ou pour Emmanuel Gatz. Françoise, François, je vois pas. Oui, alors j'ai 2 questions, je vais aller vite, une pour chacun. La première, c'est pour vous, c'est à propos des jeux vidéo pour aller vite. Je sais qu'il y a débat, j'ai suivi le débat. Je voudrais savoir si ce que je sais, selon votre expertise, est faux ou juste. On m'a dit, des ludologues, puisque je travaille avec des ludologues, m'ont expliqué que toutes les expériences, tous les rendus d'expériences faites avec des enfants sont fausses parce qu'on n'a pas le droit d'expérimenter les jeux vidéo sur des enfants. C'est donc toujours des sujets plus âgés, qu'ensuite les effets, la violence est mesurée par le fait qu'on met des enfants avec des jeux de civilisation, des jeux de combat, et on leur met des marshmallows, et puis ceux qui sont avec des jeux de combat mangent plus de marshmallows que ceux qui sont devant des jeux de civilisation, et ces effets disparaissent au bout de plusieurs minutes. Il n'y a pas d'effets à long terme qui sont constatés. Je veux savoir si cet état des expériences est totalement dépassé. Là, vraiment, je demande votre expertise. Il y a un vrai débat qui date depuis la télévision. Au début, c'était l'implémentation des télévisions, le nombre de chaînes sur le développement physique, hein, l'obésité, le QI et tout ça. Donc là, ça date... Il y a 2000 à 3000 recherches et des milliers de recherches qui sont... Et c'est un enjeu de santé publique. Hein. L'American Pédiatrie sort des recommandations chaque année parce que c'est un vrai problème. Hein. Donc déjà... Après, vous avez raison, on a un vrai souci, c'est qu'en fait, toutes nos recherches, en France maintenant ça commence aussi, il y a des comités d'éthique, on ne peut pas faire n'importe quoi comme recherche. Et c'est comme si vous vouliez montrer que le tabac n'est pas bon chez les enfants de 10 ans. Est-ce que c'est possible ? Impossible. Vous n'allez pas dire, je prends un groupe d'enfants de 10 ans, je demande à des parents de dire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils fument 10 clopes par jour ? Donc les jeux vidéo, c'est pas possible. Par exemple, les jeux qui sont les plus joués, Call of Duty, tout ça, en fait, en vrai, si vous allez voir des vendeurs, les fabricants, ils sont très forts, ils ont mis déconseillé aux moins de 16 ans ou 18 ans ou interdit. Du coup, ils sont tranquilles. Mais en fait, en vrai, ceux qui jouent, c'est les 12-13 ans, regardez. Donc, du coup, en fait, c'est impossible de montrer que chez les 12-13 ans, les pratiquants, donc, en général, les parents, ils se font avoir. Hein. Au début, ils ont Minecraft, mode construction, pour ceux qui se sont fait avoir. Puis maintenant, ils sont en mode combat. Les enfants, vous n'avez pas vu, mais ils ont déjà acheté le réseau, puis ils sont en mode combat, avant de passer après au truc de Call of Duty, ou les choses comme ça, ou GTA, où il y avait même une fille qui se faisait violer dans la vidéo, hein, d'accord, donc était autorisée. Mais en fait, les vendeurs, ils disent, on n'a pas le droit. Mais en fait, vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas tester ça. Donc en fait, les résultats sont issus de jeunes adultes, souvent des étudiants de première année, deuxième année qui sont à l'université. Et c'est déclaratif, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup... c'est très dur, vous voyez, à dire je vais prendre des gens puis je les enferme 10 heures par jour. Parce que les gens, ils jouent la nuit, en fait, beaucoup, hein, les jeunes ados. Donc, ils jouent beaucoup la nuit. Et donc, c'est surtout déclaratif. Et après, alors, quand on les fait venir jouer en laboratoire, du coup, ils testent, par exemple, après, les comportements altruistes. Alors, les comportements altruistes, comment on fait ? On dit aux gens, par exemple, j'accueille un ado qui a joué, je dis rien, et puis je fais semblant de tomber des trucs. Et puis, je vois s'il m'aide à ouvrir la porte. Et donc, on dit, est-ce qu'il spontanément fait des comportements altruistes ou des choses comme ça ? Et alors, les ados qui jouent beaucoup ont moins de comportements altruistes que ceux qui jouent moins. Voilà. Mais c'est sur des tests. Vous voyez un peu la difficulté qu'il y a à étudier cette affaire. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent que les jeux sérieux, intensifs, peuvent être positifs. Parce que, par ailleurs, les jeux vidéo cognitifs peuvent être extrêmement importants pour toutes les remédiations de tout un tas de 10. Nous, on les utilise dans des remédiations de certaines
troubles des apprentissages, de concentration. Ça peut être très très utile, c'est les serious games comme ils disent entre guillemets. Donc c'est toujours pareil, hein, on a inventé une chose, ça dépend comment on va l'utiliser. Très 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 vite, pour Emmanuel Gatt, c'est le jeu des regards. Est-ce que cela est en partie improvisé? Est-ce qu'il y a une pensée de la communauté derrière accompagnant ce jeu très inégal des regards? Ce ne sont pas seulement des regards pour se décider à agir, il y a par moments des regards intenses entre les danseurs. Est-ce chorégraphié? Est-ce une part justement de liberté? Non, elles ne sont pas chorégraphiées, elles sont extrêmement pragmatiques. C'est vraiment des regards qui servent à gérer la tâche qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils doivent se regarder parce que la chorégraphie n'est pas fixée. Et donc, le moindre changement de notre danseur, ça va entraîner toute une réaction autour. Ils sont interconnectés d'une manière qui doivent avoir une perception extrêmement claire de tout ce qui se passe. Donc, il y a un regard vraiment qui sert à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas des regards théâtraux. Le résultat est théâtral. Parce que les gens qui se regardent, c'est théâtral. Mais c'est vraiment... c'est très pragmatique, ça sert à ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. C'est leur outil de travail pour prendre les bonnes décisions au bon moment par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous parlez d'improvisation à l'intérieur, de zones d'improvisation à l'intérieur de règles. Est-ce que vous pourriez nous donner très simplement un exemple très concret de ces règles, de ces consignes que vous donnez aux danseurs en prenant une des pièces, par exemple? Je ne comprends pas très bien ce que c'est les règles. C'est de quel type? C'est un type de mouvement, un type d'organisation dans l'espace? Quelles sont les consignes un exemple de consignes que vous donnez aux danseurs? C'est pas très compliqué. La danse ou la chorégraphie, c'est le mouvement par rapport au temps et à l'espace. Donc c'est toujours... La plupart du temps, c'est des règles qui sont liées à l'espace, à la gestion de l'espace et à la gestion du temps. Ouais. Donc, il peut y avoir une règle où un danseur est demandé de fixer sa distance par rapport à un danseur et une autre distance par rapport à l'autre. Et en fait, il doit maintenir cette distance, mais ces deux danseurs, ils font la même chose par rapport à d'autres danseurs. Donc, ça va changer constamment. Mais en fait, ils sont tous liés par rapport à cette question de distance. Ça veut dire comment ils sont positionnés dans l'espace par rapport aux autres, dans un espace qui est en train de changer tout le temps, dans une configuration qui est en train de changer tout le temps, et la même chose par rapport au temps. Ouais, et après, c'est des couches et des couches qui se rajoutent de ce genre de règles. Ça se complique et ça se complique. Mais finalement, ça revient vraiment aux aspects de base de la chorégraphie. C'est du mouvement par rapport au temps et par rapport à l'espace. Quand on voit how do you say a flock of birds? A flock of birds. Ouais, les oiseaux qui volent ensemble, ça s'appelle? Ouais, donc ils ne se rendent pas un dans l'autre. Ça veut dire il y a tout un système où c'est 3000 oiseaux, ils sont en train de gérer l'espace par rapport à l'espace, leur mouvement par rapport à l'espace au temps pour voler dans la même direction. Et ils font des figures extraordinaires, mais en fait, ils ont des règles. Ça veut dire ils ont des capacités de gestion de la distance et dans le temps et la vitesse, etc., pour que ça crée cette chorégraphie, entre guillemets. Et par rapport à ça, justement, est-ce que le fait de jouer dans la cour d'honneur et la possibilité d'une vision surplombante en hauteur du public change quelque chose dans la manière dont vous concevez ce rapport à l'espace? Parce que c'était aussi frappant dans les 2 premières vidéos que vous avez montrées, où on était à ras des danseurs pendant la répétition, et ensuite on avait ces visions comme ça, panoramiques de la scène, qui étaient rendues possibles par la vidéo et qui, évidemment, au Palais des Papes sera rendue possible par la configuration. Mais c'est sûr que quand il y a un point de vision d'AO, la spatialisation devient beaucoup plus claire parce que en fait, on peut voir en 3-dimensionnel quand on est à plat, ça devient 2-dimensionnel. C'est un peu plus compliqué de voir comment cette structure kinétique est construite. On a une vision plus claire quand il y a un angle. Et c'est sûr que le plateau, le gradin de la cour permet aussi une vision très...
Voilà, donc je vous présente Véronique Dazen, une collègue de l'Université de Fribourg, j'enseigne aussi, qui est archéologue, historienne de l'art, et qui, notamment, je crois ici, se recommande par son grand travail sur Locus Ludi, donc un projet du Conseil européen de la recherche portant sur l'histoire de l'apprentissage et des jeux dans l'Antiquité. Donc on est évidemment très content de t'avoir ici avec nous. Tu vas nous parler de la cité grecque en jeu. À toi, Véronique. Très bien, merci beaucoup de cette invitation. Merci aux rencontres donc, Recherche et Création, en particulier à Catherine Courtet, de me donner l'occasion de vous offrir un petit aperçu des recherches en cours dans le cadre donc, de ce projet IRC sur la culture ludique en tant que facteur de transmission et de construction d'une société à tous les niveaux, que ce soit politique, genré ou religieux. Et on va partir d'une scène très célèbre que vous connaissez certainement tous, figurée donc sur un vase grec, une amphoratique de l'époque archaïque du milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui montre deux guerriers assis face à face, lance à la main. Et le contexte dans lequel probablement vous avez déjà vu cette image, c'est comme illustration, c'est généralement comme ça qu'on l'utilise, illustration d'un épisode un peu improbable de la guerre de Troie où Achille et Ajax auraient oublié la guerre parce qu'ils sont sous l'emprise du jeu. Avec un gros problème qui a lancé un débat non résolu, mais je pense vous en proposer une solution, c'est qu'on n'a pas de texte. Aucun texte ne parle de cet épisode, et pour cause. À mon avis, cette scène n'a pas besoin d'un récit. Elle se situe au-delà de la narration. Elle concentre, et elle va nous montrer de manière exemplaire, elle nous concentre en une seule image ce que la culture ludique peut nous dire sur les normes et les valeurs d'une société. Donc, sous cette forme d'un jeu, on a une image de la société grecque, de la cité grecque. Alors, pour le comprendre, premier élément qu'il faut savoir, ce n'est pas une image unique. On oublie toujours. Il y en a environ plus de 160 qu'on connaît, entre 540 et 480 avant Jésus-Christ. Donc, ça fait partie d'un savoir partagé. Tout le monde connaît cette image et tout le monde s'y retrouve. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve ? Notre amphore, bien sûr, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est la plus ancienne de la série et qu'elle porte une signature, celle d'Exéchias, le peintre Exéchias, qui a fait d'autres œuvres tout à fait remarquables. Et on pense qu'on a affaire ici au prototype. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que cette image nous parle de cité grecque ? Je vais repartir des éléments qui la composent, très réduits, puisque c'est une scène très dépouillée, comme toujours, dans l'iconographie grecque. Vous voyez deux hommes, et ça revient de manière régulière, d'ordinaire barbus, ce n'est pas les petits jeunes, les ados qui jouent toute la nuit, c'est deux hommes dans la force de l'âge, et c'est important. Ils sont toujours en armes, donc c'est des guerriers, ils portent une cuirasse, des knémites. Ils tiennent même d'ailleurs toujours une ou deux lances, donc ce n'est pas vraiment la détente. Et derrière eux, c'est ce que j'ai encadré, vous avez même leur équipement placé derrière eux, et François Lissarag en a souvent parlé, de cet armement qui dédouble la figure des joueurs, des panoplies qui participent à leur manière à la compétition. Et ici, on voit à droite la face de la Gorgone, un satyre à gauche qui semble se regarder en se défiant d'un bouclier à l'autre. Et on voit aussi tout ce jeu de légères différences, comme la tête du personnage de gauche, je ne les nomme pas encore exprès, qui dépasse celle de l'autre à droite, tandis que celle de l'autre qui n'est pas casquée, donc qui est plus petit, il a son casque qui est posé sur le bouclier et qui regarde l'extérieur de la scène comme s'il se détournait d'une défaite imminente, donc une sorte d'annonce. Où est-ce qu'il joue ? Eh bien, quelques indices le signalent. Ça semble être l'extérieur. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas de maison. C'est un arbre, généralement un palmier. Parfois, il y a une sorte d'épiphanie. C'est Athéna qui apparaît tout en armes au milieu des joueurs. Et c'est assez étonnant, parce que toujours elle gesticule, ici on la voit, levant son bras, en regardant des joueurs. Alors elle est soit derrière le plateau de jeu, soit devant, mais peut-être que vous le remarquez déjà, personne ne la regarde. Elle les regarde, eux ne la regardent pas. Donc c'est une présence divine, invisible, qui n'est là que pour le spectateur du vase. Alors qui sont-ils ? On peut passer maintenant à leurs noms. Quand les noms sont indiqués, il y a environ une dizaine d'inscriptions sur les 160 vases, c'est toujours les deux meilleurs guerriers homériques. Achille, la figure principale de l'Iliade, et son cousin, Ajax le Grand, donc deux modèles de vertus héroïques qui vont connaître le même destin à Troie
c'est mourir à trois, mais pas de la même manière. Alors, on peut noter la façon dont les inscriptions font partie de l'image, hein, puisque le nom d'Achille suit le casque, le nom d'Ajax va mener du casque d'Achille à la lance. Ce qui est très important, c'est que dans toute cette série, la scène fixe un jeu en cours. Et on en a parlé aujourd'hui. On est dans un moment qui n'est encore pas terminé. Ils ont cette pose très concentrée. Ils ont ces gestes. Il y a toujours une gestualité. L'issue est suspendue. Hein. Donc on est dans un moment d'incertitude quant à l'issue du jeu. Et ça, c'est un élément très important de cette image. Alors, parfois, on en voit un, comme ici à gauche, qui saisit un pion, l'autre gesticule. Pourquoi? Est-ce que c'est pour lui indiquer un chiffre, pour l'inviter à jouer, comme ici aussi? Et parfois, on a des inscriptions qui nous donnent clairement les résultats. Sur l'amphore d'Exéchias, Achille à 4, Ajax à 3. Et ces indications sont importantes. Alors, ce n'est pas pour le 4 et le 3, mais il y a des variantes avec 2 et 5. Et 2 et 5, c'est impossible avec un dé. Ils sont en train de jouer avec des osselets. Et les osselets, c'est donc ce petit os qui est dans la patte des capridés et qui servent de générateur de hasard à la manière d'un dé. On a un vase, et ça vous le verrez dans l'exposition qui sera présentée à Lyon, qui va s'ouvrir le 20 novembre, qui fait partie du projet Locus Ludi. Ce Kiatos, donc qui se trouve à Bruxelles, nous offre un bonheur, c'est le plateau vu d'en haut. Et on sait comme ça à quel jeu il joue. Eh bien, il joue au jeu des 5 lignes. Vous voyez les pions qui sont répartis sur ces 5 lignes, face à face, dont on peut reconstituer les règles, c'est pas facile, hein, mais on sait qu'on joue avec effectivement un dé ou des osselets, donc un générateur de hasard, et qu'il faut déplacer les pions. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on reconstitue tout cela, et c'est pas facile. C'est un jeu qui aurait été inventé par un grec. Et là, ça devient important. Palamède, un grec pour ses compagnons d'armes à 3. Et Sophocle nous dit qu'il a inventé le plus ingénieux des passe-temps pour les guerriers après la fatigue de la bataille, les pions et les dés, agréable remède à l'inaction. Cette notion de remède, on pourra y revenir parce que le jeu est vu de manière très positive dans le monde grec. Mais très longtemps, donc, on a dit, eh bien, c'est pas seulement un remède à l'inaction, c'est l'inaction tout court. Ils ont oublié la vie réelle, hein, un petit peu comme dans cette photo de la Première Guerre mondiale où on voit des soldats qui s'amusent à jouer pour soulager ce temps de la guerre, ou bien comme ici avec ces soldats russes, une photo des années 2000. Et donc c'est comme ça qu'on a fait cette supposition d'un récit qu'on n'a jamais trouvé. En fait, si je reviens sur la scène, on voit bien, donc on a ces boucliers qui sont posés, il y a donc une pose, mais relative, puisqu'ils sont toujours en armure, ils tiennent toujours leur lance, donc c'est une vigilance toujours en aguet. Et l'épiphanie d'Athéna, certains l'ont interprétée comme apportant son soutien à Achille, mais en réalité, elle pourrait dire encore autre chose, si on se dégage de cette intention narrative. Elle pourrait dire l'importance de la ville, puisque c'est la ville d'Athènes, hein, qui est symbolisée par Athéna, et là aussi on pourra en reparler plus tard. On est à l'époque du règne de Pisistrate, qui est le tyran d'Athènes. Là, c'est la dimension politique de ce jeu qui est en scène, peut-être, puisqu'on sait par d'autres textes que les Athéniens de vers 540 adore jouer, c'est la passion de la ville d'Athènes. Athéna est la patronne de Pisistrate, donc c'est à la fois une façon d'amener le démos, donc le peuple à aimer ses héros qui vont transmettre des valeurs aristocratiques, celles de Pisistrate. Alors pourquoi est-ce que ce sont des valeurs aristocratiques et qu'est-ce que ce jeu nous apprend sur ces valeurs ? Alors, oui, ça c'était juste pour montrer une scène où ceux qui pensent qu'elle vient leur rappeler le combat, c'est parce qu'il y a un combat sur l'autre face, mais il n'y a pas forcément ce genre de lien, c'est pas une BD, hein, on est dans autre chose. Alors, il y a un petit passage de l'anthologie qui nous dit bien, alors c'est un peu comme le jeu de foot, hein, on le sait bien, on dit toujours que ce jeu-là va éviter des guerres, et bien c'est un peu de cette façon-là qu'on va percevoir le jeu de plateau, hein, Palamède, tes os sculptés auraient dû faire les pièces de ton jeu savant, cette techné née de la guerre, c'est de la guerre, oui, que tu nous l'inventas, puisqu'il va l'inventer au moment de la guerre de Troie, cette autre guerre amie sur un terrain en bois. Donc c'est une guerre amie entre deux amis, c'est-à-dire entre les plus proches. Voilà.
Et en fait, c'est là toute l'importance de l'invention de Palamède. Cette guerre a mis sur un terrain en bois. Et on rejoint un concept qu'on a évoqué ce matin, c'était l'idée de l'ordre et du désordre. Pour les Grecs, le plateau de jeu représente l'ordre de la cité. Et les deux joueurs, en fait, symbolisent ça. Deux personnages qui sont conformes à cet ordre de la cité, qui obéissent à leurs règles. Et Palamède est un homme qui va inventer, non seulement d'ailleurs le dé, mais qui va inventer aussi toutes sortes de choses qui se rapportent à cet ordre de la cité, à la civilisation. C'est un héros civilisateur. Il invente les lois écrites, 40 de justice, les lettres de l'alphabet, les signaux de feu et les jetons, passe-temps sans danger. Donc, pour moi, la concentration totale des héros, elle va exprimer la façon qu'ils ont de s'entraîner sur ce terrain de jeu qui est sans danger, hein, comme on le dit, mais ils vont entraîner un sens tactique, ils vont entraîner la maîtrise de soi et le contrôle des émotions dont on a parlé. Et c'est important de réaliser qu'il ne s'agit pas de véritables adversaires, ce n'est pas un Grec et un Troyen, c'est deux Grecs et c'est même deux amis. C'est deux amis jusqu'à la mort, c'est des compagnons d'armes solidaires. Et là, on rejoint le concept de l'agone. C'est l'agone, la compétition, la vraie compétition qui ne peut se faire qu'entre égaux. Alors, voilà. Et donc, l'usage d'un générateur de hasard là-dedans est important, parce que la notion de générateur de hasard, que ce soit un dé ou que ce soit un osselet, c'est une façon de dire que l'issue ne dépend pas que de son habileté tactique, mais qu'elle dépend aussi des dieux. D'où peut-être aussi la présence d'Athéna, cette figure Polyade. Et le texte que je vous ai mis ici, c'est celui de Pausanias qui nous dit que Palamède va dédier son invention, c'est-à-dire les dés, dans le temple de la fortune de Tuké. Et ça nous rappelle que lancer le dé ou lancer l'osselet, il y a dans la dynamique de ce lancer une valeur propitiatoire, hein, c'est agir sur cet indéterminé, c'est pour ça que c'est très important que la scène n'est jamais finie, on ne sait pas qui va gagner, on joue sur l'indéterminé pour attirer la chance, pour attirer Tuké. Alors, je finis avec un petit texte qui nous montre le rôle de l'enfant, parce que je vous ai dit, c'est toujours deux grands barbus hein, qui jouent, donc les meilleurs des meilleurs, les plus forts, hein, mais les valeurs que véhicule cet exercice du jeu d'Achille et Ajax, on va le revoir reporté dans un autre cadre, un cadre éducatif. J'ai cherché où on avait trouvé ces scènes en contexte, très difficile. Un contexte grec, c'est le cimetière du Céramique, et ces 4 vases que vous voyez là, ils viennent de tombes d'enfants. Moi, je vous parie que c'est des tombes de garçons, mais enfin, on peut se tromper, hein, mais ça pourrait bien être des tombes de garçons. Donc, des enfants qui, par la vue, alors vous allez me dire que ce n'est pas évident, mais c'est pour ça que je vous ai montré la série, hein, parce que quand on est la série, on peut la reconstituer. Donc, un enfant qui, par là, va lui aussi intégrer, par le jeu qu'il doit sans doute faire en plus, hein, l'idéal aristocratique, l'idéal guerrier aussi que représentent Achille et Ajax. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu-là, c'est cette façon de s'initier par le jeu à ces valeurs, on la trouve chez Platon, dans la République, qui nous dit on ne peut devenir bon joueur au pion ou au dé si l'on ne s'applique pas dès l'enfance et si l'on ne joue qu'à ses moments perdus. Donc c'est important de jouer, parce qu'on intègre toutes ces valeurs-là. Valeurs d'apprendre justement cette compétition, apprendre à gagner, apprendre à perdre. Et là, c'est juste pour vous montrer la dimension politique de ce jeu. C'est Aristote dans la politique qui, pour dire quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui est vraiment hors de la cité, on va dire qu'il est comme un pion isolé. Donc c'est vous dire que cette image du jeu est extrêmement prégnante. Et voilà, encore une fois, les petits-enfants, c'est la Première Guerre mondiale. On va utiliser cette image d'enfant qui joue et qui intègre les valeurs de la cité, mourir pour la cité. Et voilà, encore la dernière chose, c'est un monument funéraire trouvé à Érétrie, qui est encore inédit, où on voit 2 hommes qui jouent. C'est un monument funéraire. Je pense que ça n'a rien à voir avec la vie et l'au-delà. Ça a à voir avec autre chose, c'est-à-dire le fait d'être un homme intégré à la cité. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a un petit film très court de Steve Simons et Sonia Nevin qui vous montre comment réguler ses émotions ne va pas de soi et comment on peut aussi lire, oui volontiers, aussi lire Achille et Ajax. Et vous saurez que Steve Simons et Sonia Nevin vont réaliser encore une autre série de films animés dans le cadre du projet IRC.
Voilà, merci beaucoup. Merci Véronique. Oui, c'est une question sur le rapport entre les contraintes, les règles et le jeu. Ça, au fond, ça peut s'arrêter, s'adresser aux deux orateurs, puisque il m'a semblé que dans le jeu où il y avait une règle à tirer également de chaque côté, c'était la contrainte qui était importante. Ça ne marche pas si on ne fait pas marcher la règle ensemble. Et ce n'est pas la règle qui est en cause. Une règle, ça serait par exemple dire qu'on est payé également quand on a coopéré. Et au fond, les joueurs trouvent la règle alors qu'ils ont réussi à satisfaire les contraintes. Alors là, dans le cas de... on ne sait pas trop exactement quelle était la règle du jeu, si j'ai bien compris, hein. Mais la contrainte, c'est qu'effectivement, c'est indéterminé quand même. Il y a de l'indéterminé, il y a du hasard. Et le fait qu'on admette de coopérer et d'accepter la décision du hasard, ça, c'est une règle. Mais le fait de jouer ensemble, c'est de la coordination, c'est des contraintes de coordination. C'est deux choses différentes qui entrent en jeu toutes les deux. Juste un mot pour dire que dans le cas du jeu que je vous ai présenté, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours la contrainte de base, c'est qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Et c'est ça l'entraînement qu'il faut acquérir, c'est savoir perdre, savoir ne pas perdre contenance parce qu'on est en mauvaise position, et c'est tout l'entraînement que procure ce type de jeu, notamment. Voilà, question ici. Oui, j'aurais voulu savoir pourquoi ces deux personnages ne sont pas plutôt Achille et Hector, plutôt qu'Achille et Ajax. Peut-être qu'il existe des vases avec Achille, puisque ce sont les deux héros antagonistes un peu de l'Iliade. L'un qui se bat seulement pour sa propre destinée, qui est Achille, et Hector se bat pour le bien commun, enfin le bien commun de Troie à l'époque, pour défendre la... Et l'autre partie de ma question, c'était pour savoir si vous faites un lien entre l'émergence du jeu sur plateau, sur ces amphores, et la création des Jeux Olympiques, qui était également un moment où la guerre s'arrêtait, où les gens jouaient voilà. Enfin, vous avez compris. Très bien. Alors, la question, pourquoi pas Achille et Hector, c'est ça qui m'a intriguée. C'est comme ça que je suis partie dans l'exploration du sens de cette image. Et ça ne peut pas l'être, justement, parce qu'on est dans un exercice. On est dans un exercice sur un plateau de bois, comme le dit un des textes. Hein. C'est un exercice à blanc sur un plateau. Et un vrai exercice, c'est entre pairs, c'est-à-dire entre égaux. Et c'est pour ça que c'est les deux meilleurs. Entre eux, vraiment, ils sont quasiment à égalité. Après, il y a en plus toute leur histoire. Mais ça ne peut pas être Achille et Hector, justement pas, puisqu'on est dans cet exercice-là, entre les meilleurs. Et puis, les Jeux Olympiques, ça, c'est aussi une des tâches un des sujets qu'on va tenter de dénouer dans ce projet, c'est de retourner dans la définition émique de qu'est-ce que jeu. C'est nous qui faisons l'amalgame en disant Jeux Olympiques. Hein. Parce que les anciens n'utilisent pas ces termes-là. Donc, est-ce que paizo, qui veut dire jouer, ça veut dire non, on n'utilise jamais ce terme-là pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, quelqu'un avait fait remarquer qu'aux Jeux funéraires, on ne joue jamais à la balle, on ne joue jamais. Non, c'est autre chose. On est dans le jeu athlétique et c'est une autre catégorie.